L'air lourd et humide d'Île-de-France s'accrochait au camp de Satory comme une couverture oppressante, tandis que la clarté lunaire projetait des ombres nettes sur les terrains d'entraînement. 7 hommes émergèrent de l'obscurité, traînant une femme ligotée vers le monument aux morts du camp. Ses poignets étaient à vif à cause des entraves, mais ses yeux verts perçants brûlaient d'une fureur qui aurait dû les avertir de ce qui allait arriver. Ces hommes étaient des opérateurs du GIGN, les soldats d'élite de la France, et pourtant ils se déplaçaient avec l'arrogance cruelle de brutes qui n'avaient jamais été défiés par quelqu'un qu'ils jugeaient inférieur. La voix du commandant Antoine Dubois portait le ton d'un homme qui n'avait jamais accepté la défaite. « Il est temps que vous appreniez quelle est votre place », murmura-t-il, ces mots dégoulinant de mépris. « Les opérations spéciales ne sont pas un monde pour les femmes de votre espèce. » Ils l'attachèrent au monument avec une corde de qualité militaire, le genre conçu pour le transport de prisonniers en territoires hostiles. Des nœuds professionnels, impossibles à défaire, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. La femme, capitaine Sophie Durand, resta silencieuse pendant qu'ils finissaient leur travail. Son immobilité était plus troublante que n'importe quelle protestation. Elle étudia le drapeau français pendu sans mouvement au-dessus, puis reporta son regard sur ses tortionnaires. Quelque chose changea dans sa posture, un rassemblement d'énergie, une concentration qui la transforma de victime en prédateur. Ses muscles se tendirent. Les cordes commencèrent à se tendre. Un homme cessa de rire. Les fibres cédèrent avec des claquements secs comme des coups de feu lointains. Avant qu'il ne puisse réagir, elle était libre et se déplaçait comme une ombre furtive et mortelle. Le premier assaillant s'effondra d'une frappe de précision à la gorge. Le deuxième tomba lorsque son genou plia dans des directions que la nature n'avait jamais prévues. Les 5 autres cherchèrent des armes qui n'étaient pas là. Ils étaient venus s'attendant à humilier, pas à livrer une guerre. Ils n'avaient aucune chance. 15 ans plus tard, les vallées d'altitude balayées par le vent de la haute Tarentaise en Savoie s'étendaient sous un ciel infini. Pour les voyageurs de passage, cela apparaissait comme une autre communauté agricole paisible, banale et éternelle. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se cachait à 50 kilomètres au nord, la base aérienne 125 Istres-le Tubé, abritant une partie significative de la force de dissuasion nucléaire française. La proximité n'était pas une coïncidence pour ceux qui comprenaient le positionnement stratégique. Élise Chevalier comprenait cela mieux que la plupart, bien qu'elle ne parlât jamais de ces sujets. À 38 ans, elle présentait l'image d'une éleveuse prospère qui avait abandonné le monde de l'entreprise pour la tranquillité rurale. Son domaine de 400 hectares, le domaine de l'Étoile du Matin, occupait le bord ouest de la vallée. La réalité était qu'Élise avait acheté la propriété en espèces 5 ans plus tôt, une transaction qui fit froncer les sourcils des agents immobiliers locaux. Elle se déplaçait avec détermination lors de ses marches matinales le long du périmètre, sa silhouette athlétique trahissant à la fois son âge et sa supposée occupation. Mesurant 1,73 m avec des cheveux de jais généralement attachés en une tresse pratique, ses traits les plus frappants étaient ses yeux verts perçants qui ne laissaient rien échapper. La communauté locale l'avait progressivement acceptée, comme les zones rurales acceptent les nouveaux venus qui respectent les traditions. Lorsqu'on l'interrogeait sur son passé, Élise offrait la même réponse de façade. Gestion des risques d'entreprise à Paris. J'avais besoin de changer d'air. Assez vague pour décourager les questions, assez plausible pour éviter les soupçons, ce que les habitants de la Haute-Tarentaise ne pouvaient pas voir, c'était la routine d'Élise avant l'aube. Dans un sous-sol renforcé sous sa grange, accessible par une entrée dissimulée nécessitant une vérification biométrique et un code à 16 chiffres, elle maintenait un centre d'entraînement qui impressionnerait les opérateurs des forces spéciales. Chaque matin, à 4h30, elle courait 13 km sur sa propriété, suivie de 90 minutes d'entraînement musculaire, d'exercices de combat et d'entraînement au tir de précision.
Le capitaine de gendarmerie David Martin avait remarqué plus que la plupart. À 62 ans, l'ancien militaire de la gendarmerie nationale conservait des compétences d'observation aiguisées par 3 déploiements en Irak. Il avait vu Élise attraper une bouteille de whisky qui tombait sans même regarder. Des réflexes qui témoignaient d'un entraînement au-delà de ce que n'importe quel consultant en gestion des risques posséderait. Réflexes impressionnants, avait-il commenté au bistrot du coin. Juste de la chance, avait-elle répondu avec son sourire de façade. Martin n'avait pas insisté. Il reconnaissait un comportement cloisonné quand il le voyait. Quoiqu'Élise Chevalier cachait, elle ne causait pas de problème dans sa juridiction. Cela suffisait jusqu'à ce que l'annonce du ministère des Armées change tout. La nouvelle arriva par les canaux officiels, puis se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. Le ministère des Armées avait désigné un terrain adjacent à la vallée de la Haute-Tarentaise pour un nouveau centre d'entraînement avancé. Le communiqué de presse le décrivait comme une infrastructure essentielle pour les capacités défensives de nouvelle génération, avec un début de construction dans les 60 jours. Lors de la réunion à la mairie qui suivit, Élise était assise au dernier rang, son visage un masque d'indifférence tandis qu'elle étudiait les représentants de l'armée. Seules ses jointures blanches trahissaient toute émotion. Ce soir-là, rentrant chez elle, le long des routes de campagne qui s'obscurcissaient, ses phares captèrent un SUV noir avec des plaques d'immatriculation de l'État garées près de l'entrée de sa propriété. Elle ralentit, évaluant, puis continua sa route comme si elle n'avait rien remarqué. 1 kilomètre plus loin, elle bifurqua sur une piste de service, éteignit ses lumières et fit demi-tour à pied à travers la forêt dense bordant ses terres. 20 minutes plus tard, elle observa 2 hommes en vêtements civils examinant son portail d'entrée. Leur posture, leur schéma de balayage et leurs subtils signaux manuels les identifiaient comme des chasseurs, pas des bureaucrates. Des hommes comme ceux-là la poursuivaient depuis des années, bien que jamais avec une telle audace. Quoi qu'il se passe dans la vallée de la Haute-Tarentaise avait changé les règles d'engagement. Elle se retira silencieusement, fit un large cercle et entra par un point d'accès dissimulé à environ 800 mètres de l'entrée principale. Une fois à l'intérieur, elle activa les protocoles de sécurité renforcés et ouvrit son ordinateur portable. Il était temps de découvrir qui l'avait trouvé et pourquoi ils avaient choisi ce moment pour agir. 3 jours après la réunion à la mairie, un convoi militaire entra dans la vallée de la Haute-Tarentaise. Contrairement aux véhicules non identifiés qui surveillaient la propriété d'Élise, ceux-ci portaient tous les insignes officiels, 4 P4 et un SUV blindé avec de petits drapeaux du ministère des Armées. La nouvelle se répandit rapidement. En soirée, le centenaire bruissait de spéculations sur les nouveaux venus. De hauts gradés militaires, rapporta Michel Girard, le quincaillier. De 4 officiers et une douzaine de soldats, tous avec l'air de manger du lion au petit déjeuner. Élise était assise au bout du bar, sirotant un whisky et absorbant chaque détail des conversations autour d'elle. Quand la porte s'ouvrit et qu'un homme distingué d'une 60aine d'années entra, la pièce se tut un instant. Il portait des vêtements civils chers, mais se tenait avec l'allure indubitable d'un haut commandement militaire. Ses cheveux argentés étaient coupés à la coupe militaire traditionnelle. Élise ne se retourna pas pour regarder directement, mais le miroir derrière le bar lui permit d'observer sans être évidente. Une froide reconnaissance la traversa, soigneusement dissimulée derrière une autre gorgée de whisky. Colonel Marc Fer de Lance, Lefebvre, ancien commandant du GIGN. L'homme qui l'avait recruté 15 ans auparavant. L'homme qui était censé être mort. Lefebvre balaya la pièce avec une aisance rodée, son regard s'arrêtant une fraction de seconde sur le dos d'Élise. S'il la reconnut, il n'en laissa transparaître aucun signe. Il s'approcha du bar, prenant un tabouret 3 places plus loin. « Bourbon sec », dit-il au barman. Sa voix portait la voix rocailleuse de commandement et de trop nombreuses cigarettes.
Pendant 20 minutes, Lefebvre sirota son verre, engageant des conversations décontractées avec les habitants du village qui s'approchaient pour l'accueillir. Son charme était rodé, professionnel, désarmant. Élise finit son verre, laissa des espèces sur le bar et se dirigea vers la porte sans le saluer. Dehors sur le parking, elle déverrouilla son pick-up, puis marqua une pause, sentant plutôt qu'entendant son approche. « Belle soirée », dit Lefebvre, s'arrêtant à une distance respectueuse derrière elle. « Les étoiles semblent plus brillantes ici qu'à Paris. » Élise se tourna lentement. « Puis-je vous aider ? Je pense que nous pourrions peut-être nous aider mutuellement. Cela vous dérange si nous parlons ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Lefebvre jeta un coup d'œil autour du parking vide. « Quelque part où nous pourrions parler en privé ? Je vous assure que si je voulais vous nuire, je ne vous approcherais pas dans un lieu public. » Élise l'évalua attentivement. Le colonel qu'elle avait connu était un patriote, impitoyable si nécessaire, mais jamais sans honneur. S'il avait d'une manière ou d'une autre survécu à l'attaque à Bagdad qu'il avait prétendument tuée, il devait y avoir des raisons de maintenir la supercherie et maintenant de sortir de sa couverture. « Suivez-moi chez moi, » dit-elle finalement. « Restez à au moins 400 mètres. Si je vois un autre véhicule derrière vous, ou si vous passez le moindre appel, je disparaîtrai avant que vous n'atteigniez ma propriété. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis à la table de cuisine d'Élise, 2 tasses de café noir entre eux. Aucun des deux n'avait touché à sa boisson. « Vous avez bonne mine pour un mort, » commença Élise. « De même, capitaine Durand, » répondit-il, utilisant son ancien grade et nom. « Où est ce commandant maintenant ? J'ai perdu le fil après l'incident. C'est juste Élise maintenant, Élise Chevalier, simple exploitante agricole. » Le rire de Lefebvre fut court et sans humour. « Nous savons tous les deux qu'il n'y a rien de simple chez vous, Sophie, ni dans cette situation. » L'utilisation de son vrai prénom, inouïe depuis près d'une décennie, lui envoya un frisson involontaire. Elle maîtrisa sa réaction, maintenant sa neutralité. « Pourquoi êtes-vous ici, Marc ? La version officielle disait que vous étiez mort dans ce camp à Bagdad. Parfois, il est commode pour certaines personnes d'être mortes, comme vous le savez bien. » Les mains burinées de Lefebvre se refermèrent autour de sa tasse de café. « J'opère en dehors des registres depuis. Supervision de projets spéciaux sur des opérations sensibles. Le genre de travail nécessitant quelqu'un sans existence officielle. Et maintenant, vous êtes ici, dans ma vallée, avec une escorte de sécurité du ministère des Armées et des plans pour un mystérieux centre d'entraînement. Je ne crois pas aux coïncidences, colonel. Ni vous ne devriez. » Lefebvre se pencha en avant. « Que savez-vous du programme Valkyrie ?» Le pouls d'Élise s'accéléra, bien que son expression restât impassible. Le programme Valkyrie, le programme classifié qui avait façonné sa vie, puis l'avait presque anéanti. « Il a été dissous après Bagdad, » dit-elle prudemment, « après l'échec. » Lefebvre secoua lentement la tête. « C'est la version officielle. La vérité est plus compliquée. Le ministère des Armées réactive Valkyrie avec des modifications significatives. Le monde a changé. Les menaces ont évolué. Une nouvelle génération d'opératrices est recrutée et formée. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Je suis hors course, et ce, depuis des années. L'installation qu'ils construisent ici n'est pas seulement un centre d'entraînement. Ce sera le nouveau quartier général de Valkyrie. Le programme entier est reconstruit à partir de zéro. » Lefebvre marqua une pause. « Et la haute tarentaise n'a pas été choisie par hasard. Quelqu'un sait que vous êtes ici, Sophie. » La main d'Élise se rapprocha imperceptiblement du tiroir de la cuisine où elle gardait un Sig Sauer P320. « Qui ? » C'est ce que j'essaie de déterminer. Mon rôle officiel est de superviser le développement des installations, mais ma véritable mission est de découvrir qui a compromis le programme. Ses yeux se fixèrent sur les siens.
Il y a autre chose. Blackwater France sait que vous êtes ici. Le nom frappa Élise comme un coup physique. Blackwater France. Solution stratégique, la société militaire privée fondée par le commandant Antoine Dubois après son renvoi déshonorant du GINN. L'homme dont l'humiliation au camp de Satory avait mis en mouvement des événements qui avaient détruit sa carrière militaire et laissé la plupart de son équipe morte. Dubois est mort, dit-elle d'un ton monocorde. Il est décédé dans cette explosion en Syrie en 2018. Vraiment, ou comme nous, a-t-il trouvé commode d'être présumé mort? Le colonel Lefebvre glissa la main dans sa veste, se déplaçant lentement pour ne pas l'alarmer. Il en sortit une clé USB et la posa sur la table. Tout ce que j'ai est ici. Les renseignements suggèrent que Blackwater France a des agents qui se mettent en position autour de la vallée de la Haute-Tarentaise. Ce qu'ils préparent est centré sur la nouvelle installation Valkyrie et possiblement sur vous. Élise fixa la clé USB mais n'y toucha pas. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Pour autant que je sache, vous pourriez travailler avec eux. Parce que j'ai perdu 6 bonnes femmes à Bagdad quand la mission a dérapé, répondit le colonel Lefebvre, une rare émotion perçant son comportement professionnel. Parce que, quoi qu'il en soit, je crois toujours en ce que Valkyrie était censée être, les meilleures opératrices françaises, accomplissant des missions que personne d'autre ne pouvait faire. Et parce que si j'ai raison sur ce qui se passe, nous sommes tous les deux en grave danger. Après le départ du colonel Lefebvre, Élise resta immobile à sa table de cuisine pendant près d'1 heure, la clé USB intacte devant elle comme une grenade dégoupillée. Finalement, elle se leva et se dirigea vers le salon où une horloge de parquet antique se tenait contre le mur. Elle ouvrit le cadran de l'horloge, passa la main derrière le pendule et pressa un bouton dissimulé. Avec un léger clic, une section du parquet en bois dur s'enfonça et glissa sur le côté, révélant un compartiment caché. De l'intérieur, Élise sortit une petite boîte métallique sécurisée par un verrou biométrique. Son empreinte digitale l'ouvrit, révélant des contenus qu'elle n'avait pas regardés depuis des années, des plaques d'identification militaire portant le nom de Capitaine Sophie Durand, une pièce de défi usée du GIGN, et un couteau de combat spécialisé avec Phoenix gravé sur la lame, son indicatif opérationnel du programme Valkyrie. En dessous se trouvait une photographie, 7 femmes en tenue de combat désertique, debout devant un hélicoptère Caracal dans un lieu non divulgué. Leurs visages montraient la confiance d'opératrices d'élite et le lien d'une unité qui avait affronté la mort ensemble. 6 de ces femmes étaient maintenant mortes. Élise, Sophie, était la 7e. Elle remit les objets dans la boîte, mais garda le couteau, testant son poids familier. Puis elle emporta la clé USB du colonel Lefebvre à son ordinateur portable sécurisé et commença à en examiner le contenu. À l'aube, elle sut que tout était sur le point de changer. Encore une fois, Blackwater France Solutions Stratégique avait bâti sa réputation dans le monde de l'ombre de la sous-traitance militaire privée au plus fort des conflits au Moyen-Orient. Fondée par l'ancien opérateur du GINN, le commandant Antoine Dubois, la société était spécialisée dans les opérations trop sensibles pour les forces militaires officielles. La carrière du commandant Dubois au sein du GINN s'était terminée suite à des allégations d'usage excessif de la force contre des prisonniers en Irak, mais ses connexions à Paris l'avaient protégé des poursuites. Au lieu de cela, il avait tiré parti de son expérience en opérations spéciales pour en faire une entreprise privée lucrative, obtenant des contrats valant des centaines de millions d'euros du ministère des Armées, de la DGSE et de divers gouvernements étrangers. La réalité, comme Élise le découvrit dans les dossiers du colonel Lefebvre, était bien plus troublante. Blackwater France avait été impliqué dans de nombreuses opérations noires, des assassinats déguisés en attaques d'insurgés, du trafic d'armes et même le ciblage de journalistes qui posaient trop de questions. Rien n'avait été prouvé, mais le schéma était clair pour quiconque avait l'habilitation nécessaire pour voir l'ensemble du tableau.
Le commandant Dubois lui-même serait mort en 2018 lorsque son convoi avait heurté un IED près de Damas. Son corps n'avait jamais été retrouvé, un fait qui semblait bien plus significatif maintenant. 3 jours après la visite du colonel Lefebvre, le premier personnel de Blackwater France arriva dans la vallée de la Haute-Tarentaise. Ils vinrent dans des SUV blindés noirs, aux vitres teintées et aux plaques privées, s'enregistrant au 2e meilleur hôtel de la vallée, l'auberge du Vieux Four. Contrairement au personnel militaire qui les avait précédés, ces hommes ne firent aucun effort pour s'engager auprès de la communauté locale. Ils se déplaçaient en groupe, portaient des vêtements tactiques mal dissimulés sous des vêtements de randonnée et menaient ce qui semblait être des opérations de reconnaissance dans toute la vallée. Le capitaine de gendarmerie Martin le remarqua. Lorsque 3 contractants de Blackwater France entrèrent au bureau du cadastre, demandant les registres de propriété pour toute la vallée, le capitaine Martin en fit son affaire. Il trouva Élise cet après-midi-là en train d'inspecter une pompe d'irrigation au bord de son champ d'orge. « Bonjour, Madame Chevalier !» lança-t-il en s'approchant, son véhicule de patrouille de la gendarmerie garé sur la route d'accès. « Vous avez une minute ?» Élise se redressa, essuyant ses mains sur son jean. Elle avait été consciente de son véhicule depuis qu'il avait tourné sur sa propriété, mais avait continué son travail, maintenant sa couverture, de simple exploitante agricole. Le capitaine Martin retira sa casquette de gendarmerie, passant une main dans ses cheveux gris clairsemés. Son visage buriné était sérieux sous la politesse habituelle des petites villes. « J'ai pensé que vous voudriez savoir que nous avons de nouveaux visiteurs en ville. Des types de sécurité privée qui posent beaucoup de questions. Ils semblent particulièrement intéressés par les limites de propriété par ici. » Il marqua une pause. Wick comprit la vôtre. Élise garda une expression neutre. « Vous avez une idée de qui il travaille pour ?» Il prétendait être la sécurité avancée pour le projet militaire. Une entreprise nommée Blackwater. Le capitaine Martin observa son visage attentivement. « Ce nom vous dit quelque chose ?» Pendant une fraction de seconde, Élise envisagea de maintenir sa couverture, mais quelque chose dans les yeux du capitaine Martin lui dit qu'il suspectait déjà qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Plus importante encore, si Blackwater France opérait ouvertement dans la vallée de la Haute-Tarentaise, la situation se détériorait plus vite que prévu. Elle aurait peut-être besoin d'alliés. « Parlons-en à la maison », dit-elle finalement. À l'intérieur, autour d'un café que le capitaine Martin buvait réellement, Élise choisit ses mots avec soin. « Je n'ai pas toujours été agricultrice, capitaine. »« Non, madame, je ne le suppose pas. » Le ton du capitaine Martin était respectueux mais direct. « Pas besoin de connaître tous les détails, mais je suppose que c'était le milieu militaire, renseignements, peut-être opérations spéciales. Votre façon de bouger, ces réflexes, j'ai déjà vu ça. » Élise hocha légèrement la tête, sans confirmer ni infirmer. « Que pouvez-vous me dire sur Blackwater France ?» demanda-t-elle. « Mauvaise nouvelle, » dit le capitaine Martin d'un ton sec. « J'ai eu maille à partir avec eux en Irak lors de mon dernier déploiement. Je conseillais la police irakienne à Bagdad en 2007. Blackwater avait un contrat pour la protection VIP. Une de leurs équipes a ouvert le feu sur un marché bondé, tuant 14 civils. Ils ont affirmé qu'ils réagissaient à des tirs d'insurgés, mais aucun des habitants n'a entendu de coup de feu avant que Blackwater ne commence à tirer. » Il prit une autre gorgée de café. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles ils avaient un site noir. Quelque part en dehors de la zone verte, où ils emmenaient les personnes d'intérêt pour des interrogatoires musclés. Rien n'a jamais été prouvé, mais... Il secoua la tête. Des hommes avec autant de pouvoir et si peu de supervision. C'est une mauvaise combinaison. Avez-vous déjà rencontré leur fondateur, le commandant Antoine Dubois? Quelque chose de sombre traversa le visage du capitaine Martin. Une fois, un sale arrogant. Le genre à avoir rejoint les forces spéciales pour la licence de tuer, pas pour servir. Il étudia Élise. « Vous avez eu affaire à lui. »
Nos chemins se sont croisés, dit Élise, sa voix soigneusement contrôlée. Ça ne s'est pas bien terminé. Le capitaine Martin hocha la tête, ne posant pas d'autres questions sur son passé. Au lieu de cela, il dit « Mon fils, Jules, a servi en Irak, commando marine. En 2009, il a été affecté à une force opérationnelle conjointe qui comprenait des contractants de Blackwater France. Il a signalé des irrégularités dans leurs opérations, armes disparaissant, interrogatoires non autorisés. 3 semaines plus tard, il est mort dans ce qu'ils ont appelé un accident d'entraînement, un crash d'hélicoptère lors d'un exercice nocturne. La douleur dans sa voix était encore vive après toutes ces années. L'enquête a disculpé Blackwater France de toute implication, mais Jules m'avait envoyé des lettres. Il savait que quelque chose n'allait pas avec cette organisation. Les mains burinées du capitaine Martin se serrèrent autour de sa tasse de café. Je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit, mais je sais qui est responsable de la mort de mon garçon. Élise sentit un frisson la traverser. Si Blackwater France avait réellement tué le fils du capitaine Martin pour le faire taire, ils étaient encore plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Capitaine, si Blackwater France est ici, ce n'est pas pour assurer la sécurité d'une installation militaire. Quoi qu'il prépare n'est pas officiel, et ce n'est pas bon. Elle se pencha en avant. Je dois savoir tout ce qu'ils font, où ils vont, à qui ils parlent, tout équipement qu'ils introduisent. Vous comptez vous en occuper seul ? Demanda le capitaine Martin, son expression sceptique malgré un respect évident pour ses capacités. Je compte rester en vie, répondit Élise, et protéger cette communauté si je le peux. Après le départ du capitaine Martin, Élise sécurisa sa propriété et se rendit en ville, empruntant un itinéraire indirect et utilisant des techniques de contre-surveillance pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. À la supérette du village, elle acheta des fournitures ordinaires tout en observant 4 contractants de Blackwater France qui se prélassaient devant la brasserie de l'autre côté de la rue. Ils essayaient d'avoir l'air détendus, mais leur hypervigilance était évidente pour son œil exercé. Un homme en particulier attira son attention, grand avec une cicatrice distinctive le long de sa mâchoire. Elle avait déjà vu cette cicatrice dans les dossiers que le colonel Lefebvre avait fournis. Lieutenant Gabriel Moreau, ancien commando parachutiste, devenu opérateur de Blackwater France, le second du commandant Antoine Dubois depuis 8 ans. Si Moreau était là, Dubois ne pouvait pas être loin derrière. Cette nuit-là, Élise accéda à un téléphone satellite sécurisé qu'elle gardait pour les urgences. L'appareil était quasiment intraçable, utilisant un chiffrement complexe et faisant rebondir les signaux via de multiples satellites avant d'atteindre sa destination. Elle composa un numéro de mémoire. Après 3 sonneries, une voix féminine répondit « Service de documentation. J'ai besoin d'informations sur le rapport agricole de 1944 pour la Savoie. » dit Élise, récitant la phrase codée préétablie qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Une pause. Sophie. La voix perdit son détachement professionnel, remplacé par la surprise et l'inquiétude. « Bonjour Lisa, » répondit Élise. « Nous devons parler de Valkyrie et de Blackwater France. »« Bon sang, » souffla la femme. « Où êtes-vous ? Vous savez que je ne peux pas vous le dire, mais ils m'ont trouvé, ce qui signifie que ma position est déjà compromise. Qui sont ils ? Blackwater France ? Dubois ? Le colonel Lefebvre dit qu'il prévoit quelque chose impliquant la nouvelle installation Valkyrie. Lefebvre ? Marc Lefebvre ? Il est mort ? Apparemment non, dit Élise. Et s'il a survécu à Bagdad, cela soulève des questions sur qui d'autres auraient pu. Une autre pause, plus longue cette fois. De quoi avez-vous besoin ? Tout ce que vous avez sur les opérations actuelles de Blackwater France, personnel, équipement, en particulier tout ce qui est lié au projet Valkyrie ou à la vallée de la Haute-Tarentaise en Savoie. Et Lisa Chen, ça reste entre nous. Si quelqu'un d'autre à la DGSE demande, cet appel n'a jamais eu lieu. Vous me demandez de risquer ma carrière, ma vie peut-être.
Je vous demande d'aider à prévenir un autre Bagdad, dit Élise, sa voix se durcissant. 6 femmes sont mortes parce que quelqu'un a trahi Valkyrie. Si cela se reproduit, le nombre de victimes sera bien plus élevé. Après avoir raccroché, Élise se dirigea vers la fenêtre, observant le sombre paysage de la Savoie. Au loin, les lumières de la vallée de la Haute-Tarentaise scintillaient comme des étoiles terrestres, chacune représentant des gens qui n'avaient aucune idée du danger convergeant sur leur paisible communauté. Pendant 5 ans, elle avait maintenu sa couverture sous le nom d'Élise Chevalier, vivant tranquillement, construisant une nouvelle vie loin des ombres de son passé. Maintenant, cette couverture était compromise et la menace qu'elle fuyait se rapprochait. Camp de Satory, Île-de-France, 2009. L'air lourd et humide d'Île-de-France planait avant l'aube, alors que 20 candidats se rassemblaient sur les terrains d'entraînement. 19 hommes et une femme, tous des soldats accomplis avec de multiples déploiements en combat. Tous volontaires pour un programme si classifié que son existence même serait niée par le ministère des Armées. La capitaine Sophie Durand se tenait au garde-à-vous, sa stature d'1,73 m semblant plus petite à côté des hommes des forces spéciales qui dominaient la formation. À 33 ans, elle était plus âgée que la plupart des candidats, une nécessité étant donné l'expérience requise pour la sélection. Ses cheveux de jais étaient tirés en un chignon réglementaire, son uniforme impeccable, malgré la sueur qui imbibait déjà le tissu sous la chaleur estivale de l'Île-de-France. Le colonel Marc Fer de Lance. Lefebvre arpentait le sol devant eux, sa voix portant à travers les terrains d'entraînement vides. Vous avez tous été sélectionnés parce que vous représentez le meilleur de ce que vos unités respectives ont à offrir. Commando parachutiste, béret vert, commando marine, commando parachutiste de l'air. Il marqua une pause, ses yeux s'attardant brièvement sur Sophie. Et du personnel du renseignement sélectionné avec une expérience opérationnelle. Les hommes bougèrent légèrement, quelques-uns jetant des regards furtifs à la seule femme parmi eux. Sophie garda son regard fixé droit devant, son visage impassible. Elle avait enduré pire que des regards sceptiques au cours de ses 12 années dans l'armée. Ce que vous êtes sur le point d'entreprendre est sans précédent dans l'histoire militaire française, poursuivit Lefebvre. Le projet Valkyrie a été autorisé au plus haut niveau pour combler une lacune critique dans nos forces spéciales. Il fit un geste vers un sous-officier supérieur qui distribua d'épais dossiers à chaque candidat. Ces documents sont classifiés secret défense. Ils ne doivent pas quitter l'installation sécurisée. Ils ne doivent pas être discutés en dehors de ce groupe. Toute violation de ces protocoles entraînera un renvoi immédiat et des accusations criminelles potentielles. C'est clair? Oui, mon colonel. La réponse vint à l'unisson. Dans ces dossiers, vous trouverez le concept opérationnel du projet Valkyrie. En termes simples, nous créons une nouvelle capacité d'opération spéciale axée sur des opératrices pour un déploiement dans des environnements où les forces spéciales traditionnelles ne peuvent pas opérer efficacement en raison de contraintes culturelles, religieuses ou pratiques. Des murmures parcoururent les candidats masculins. Sophie resta impassible, bien que son pouls s'accélérât. C'était ce à quoi elle aspirait depuis des années, l'opportunité de prouver que les femmes pouvaient servir efficacement dans des rôles de combat directs, en particulier dans des régions où les restrictions de genre limitaient l'accès des opérateurs masculins. La capitaine Durand, dit Lefebvre, est notre principale candidate pour le programme. Le reste d'entre vous a été sélectionné pour aider à développer les protocoles d'entraînement et les paramètres opérationnels. Vous aiderez à construire ce programme depuis la base, en veillant à ce que lorsque nous sélectionnerons des candidates supplémentaires, elles reçoivent un entraînement qui respecte ou dépasse les standards de vos propres unités. L'un des hommes, un lieutenant-commandant des commandos marines avec Dubois sur son uniforme, s'avança. « Mon colonel, permission de parler librement. »« Accordé, commandant Dubois. »
Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, les standards des opérations spéciales existent pour une raison. Les exigences physiques ne peuvent pas simplement être. Les standards ne seront pas abaissés, commandant. Le coupa court Lefebvre. Ils seront adaptés aux exigences opérationnelles spécifiques du personnel Valkyrie. La capitaine Durand a déjà réussi des critères de sélection équivalents à la phase 1 de votre propre programme d'entraînement. La mâchoire de Dubois se crispa visiblement. Équivalent n'est pas la même chose qu'identique, mon colonel. Vous avez raison, commandant. Sous certains aspects, les exigences de Valkyrie sont plus exigeantes que l'entraînement des commandos marines. La capitaine Durand parle 5 langues, dont le pachto et l'arabe. Elle peut se faire passer pour une femme locale sur plusieurs théâtres d'opération où votre barbe et votre physique vous signaleraient immédiatement comme un étranger. Elle a effectué 4 déploiements en combat avec le renseignement militaire, y compris des opérations d'action directe aux côtés des commandos parachutistes en Irak et en Afghanistan. Lefebvre s'approcha de Dubois. « Votre expertise est précieuse pour ce programme, commandant. Vos préjugés ne le sont pas. Est-ce clair ?»« Parfaitement clair, mon colonel, » répondit Dubois, bien que la tension dans sa posture suggérait le contraire. Les 7 semaines suivantes furent les plus exigeantes physiquement et mentalement de la carrière de Sophie. L'entraînement combinait des éléments de chaque programme militaire d'élite, l'entraînement physique des commandos marines, l'immersion culturelle et linguistique des bérets verts, le combat rapproché du GINN et des techniques spécialisées développées spécifiquement pour les opératrices. Les candidats masculins, initialement sceptiques, développèrent progressivement du respect pour les capacités de Sophie. À une exception notable près, le commandant Antoine Dubois restait ouvertement hostile, la défiant à chaque occasion, tentant d'exposer des faiblesses qui l'excluraient du programme. Le 45e jour d'entraînement, le colonel Lefebvre annonça une compétition de tir sportif. Dubois réalisa un groupement impressionnant à 800 mètres malgré des vents latéraux difficiles. Son sourire narquois en disait long alors qu'il s'éloignait de la position de tir. Il s'attendait à ce que Sophie échoue là où il avait excellé. Au lieu de cela, Sophie ajusta calmement son fusil, calcula les variables du vent, contrôla sa respiration et plaça 5 tirs dans un groupement plus serré que ce que Dubois avait réussi. À 1000 mètres, elle répéta la performance. À 1200 mètres, la portée efficace maximale du système d'armes qu'ils utilisaient, elle maintint sa précision, tandis que le dernier tir de Dubois manqua complètement la zone cible. « Des conditions chanceuses », marmonna-t-il, tandis qu'elle retournait à la zone de rassemblement. « Il n'y a pas de chance en physique, commandant », répondit-elle calmement. « Juste des mathématiques et une exécution correcte. » Cette nuit-là, Sophie travaillait tard au centre d'opération tactique, révisant les scénarios de mission pour le programme. Quand elle partit enfin à 1 heure, le camp était silencieux, la plupart du personnel étant rentré à la caserne des heures plus tôt. Alors qu'elle passait entre les bâtiments, des silhouettes sombres émergèrent de l'obscurité. 6 hommes en tenue tactique, visages masqués par des cagoules, l'encerclèrent. Avant qu'elle ne puisse réagir, une capuche fut forcée sur sa tête et de fortes mains la retinrent. Ils agirent rapidement, de manière professionnelle, clairement entraînés militairement. Malgré ses efforts, ils la maîtrisèrent avec une efficacité rodée. Personne ne parla alors qu'ils la traînaient à moitié, la portaient à moitié à travers le camp. Quand la capuche fut retirée, elle se retrouva au pied du mat central sur la place d'armes, loin de tout bâtiment occupé où des appels à l'aide auraient pu être entendus. Les hommes portaient toujours des cagoules, mais Sophie reconnut la silhouette distinctive de Dubois et son allure. « De quoi s'agit-il, commandant ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré sa position vulnérable. Dubois s'approcha. « Juste une petite tradition que nous avons pour les gens qui ne connaissent pas leur place. Les opérations spéciales ne sont pas un monde pour les femmes, quels que soient les jeux politiques que le ministère des Armées est en train de jouer. »
Donc il s'agit de votre ego froissé parce que je vous ai surpassé au tir. » La gifle vint sans avertissement, faisant brutalement tourner sa tête. Sophie sentit le sang, mais ne fit pas un bruit. « Ligotez-la, » ordonna Dubois. « Assurez-vous que c'est bien serré. Je veux qu'elle soit toujours là à la formation du matin. » Ils l'attachèrent au mat central, avec une épaisse corde de manille, le genre utilisé dans les opérations maritimes, la spécialité de Dubois. Les nœuds étaient professionnels, chaque boucle se resserrant contre son corps, limitant les mouvements et rendant finalement la respiration difficile. Ses mains étaient attachées derrière le poteau, la corde lui cisaillant les poignets. « Alors, capitaine, ça fait quoi ?» demanda Dubois, sa voix basse et menaçante. « Vous pensez toujours que vous avez votre place dans notre monde ?» Sophie ne dit rien, économisant son énergie, analysant les entraves. Les cordes étaient de dotation standard de la marine, testées pour résister aux conditions océaniques, mais elles n'avaient pas été conçues pour résister aux techniques développées par son ancien instructeur, un ancien opérateur des Spetsnaz qui avait fait défection à l'ouest, apportant avec lui les méthodes d'évasion avancées de l'armée soviétique. Les hommes finirent de l'attacher et reculèrent, admirant leur œuvre. Dubois s'approcha une fois de plus. Au matin, tout le monde verra ce qui se passe quand les standards sont compromis par la rectitude politique. Peut-être que le colonel comprendra alors que certaines traditions existent pour une raison. Il se tourna pour partir, ses compagnons le suivant. « Commandant » appela Sophie calmement. Dubois s'arrêta, se retournant. « Vous auriez dû utiliser une meilleure corde. » Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie activa les techniques spécialisées de contrôle musculaire qu'elle avait apprises, tendant et relâchant des groupes musculaires spécifiques en séquence rapide, créant un espace entre les cordes et son corps, tout en appliquant simultanément une pression maximale sur les points de tension clés. Les cordes commencèrent à grincer. Les yeux de Dubois s'écarquillèrent derrière sa cagoule. Avec une série de claquements secs, les fibres de manille cédèrent. Dubois et ses hommes cherchèrent des armes qui n'étaient pas là. Ils n'avaient pas apporté d'armes à feu pour ce qu'ils avaient supposé être un simple bizutage. Leur erreur. Sophie se déplaça avec une précision fluide, tirant parti de son entraînement spécialisé au combat rapproché. Le premier homme tomba après une frappe de précision à la gorge. Le second s'effondra d'un coup dévastateur au genou, 2 blessures débilitantes, mais soigneusement calculées pour être non létales. Les 4 restants, y compris Dubois, tentèrent de la maîtriser par leur avantage numérique. Dans l'obscurité de la place d'armes, la scène se déroula comme une violence chorégraphiée, Sophie évitant, frappant, utilisant la taille et la force des hommes contre eux. En 90 secondes, 5 des 6 hommes gisaient incapables sur le sol. Seul Dubois restait debout, le sang coulant de son nez, où l'une de ses frappes avait fait mouche. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il en reculant. « Oui, commandant », répondit Sophie calmement. L'incident fut rapporté au colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre le lendemain matin. Malgré les dénégations de Dubois, la preuve était irréfutable. Les caméras de sécurité avaient capturé l'enlèvement, bien que les images de la place d'armes elle-même fussent opportunément corrompues. Dubois et 2 de ses complices furent immédiatement retirés du projet Valkyrie. Les registres officiels indiquaient qu'ils avaient été réaffectés à d'autres tâches, mais des rumeurs suggéraient des conséquences plus graves avaient été envisagées jusqu'à ce que des relations haut placées interviennent en faveur de Dubois. Ce que personne dans le programme n'aurait pu anticiper, c'est que l'incident avait créé quelque chose de bien plus dangereux qu'un bizutage raté. Il avait créé un ennemi avec les compétences, les ressources et la détermination pathologique de détruire non seulement Sophie Durand, mais tout le programme Valkyrie, un ennemi qui attendrait des années son opportunité de vengeance. Le lever du soleil, en Savoie, peignait la vallée de la haute Tarentaise d'ambre et d'or, tandis qu'Élise achevait sa ronde de sécurité matinale. Après avoir découvert la présence de Blackwater France dans le village, elle avait redoublé de vigilance, se levant encore plus tôt
pour vérifier les capteurs périmétriques qu'elle avait installés sur sa propriété. Elle inspectait le système d'irrigation dans son champ est de la propriété d'Élise lorsqu'elle repéra des véhicules approchant. 3 SUV noirs se déplaçant lentement le long des routes de campagne vers son portail principal. Même à cette distance, Élise reconnut le profil distinctif du véhicule de tête, un SUV blindé avec châssis renforcé et vitres balistiques. Le transport signature de Blackwater France pour le personnel de haute valeur. Ils étaient arrivés plus tôt que prévu. Élise se redressa, brossant la terre de ses mains avec une délibérée désinvolture. Pour tout observateur, elle semblait n'être rien de plus qu'une agricultrice interrompue pendant son travail matinal. Mais sous ce calme de façade, son esprit calculait les distances, les angles et les options de réponse si la situation venait à se détériorer. Le convoi s'arrêta à son portail. 4 hommes émergèrent des véhicules, vêtus de pantalons tactiques et de coupe-vent légers qui dissimulaient presque certainement gilets pare-balles et armes de poing. Le dernier homme à sortir du SUV de tête se déplaçait avec l'autorité confiante de quelqu'un habitué au commandement. Même sans la barbe qu'il portait à l'époque de ses jours de commando marine, le commandant Antoine Dubois était reconnaissable entre mille. Les mêmes yeux froids, la même posture de prédateur. 15 ans avaient ajouté des cheveux gris à ses tempes, mais n'avaient rien fait pour diminuer l'aura de violence contenue qui l'entourait. « Puis-je vous aider, messieurs ?» lança-t-elle, portant sa voix pour traverser la distance. Dubois s'avança, relevant ses coûteuses lunettes de soleil pour les poser sur sa tête. « Madame Chevalier. »« Élise Chevalier. » C'est exact. Elle continua d'approcher, s'arrêtant à une trentaine de mètres, assez près pour la conversation, assez loin pour réagir si menacée. « Commandant Antoine Dubois, Blackwater Solutions Stratégique. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Nous menons des évaluations de sécurité pour la nouvelle installation du ministère des Armées. Pourrions-nous avoir un moment de votre temps ?» Aucune reconnaissance dans sa voix ou sa manière. Soit il ne la reconnaissait vraiment pas comme Sophie Durand, soit c'était un meilleur acteur qu'elle ne s'en souvenait. Élise suspectait la dernière option. Je n'étais pas au courant que le ministère des Armées avait externalisé la sécurité à des contractants privés, répliqua-t-elle, maintenant sa couverture de citoyenne informée mais ordinaire. Le sourire de Dubois se crispa presque imperceptiblement. Le monde a changé, Madame Chevalier. Les partenariats publics-privés sont la nouvelle norme dans l'infrastructure de défense. Il fit un geste vers la terre autour d'eux. Vous avez un sacré domaine ici. Emplacement de choix, de surcroît. Cela me convient. Je l'imagine bien. Dubois hocha la tête avec appréciation, bien que ses yeux poursuivissent leur évaluation de prédateurs. Nous sommes particulièrement intéressés par les propriétés bordant le site de l'installation proposée. La vôtre présente un intérêt particulier en raison de son élévation et de sa proximité avec des ressources en eau. Élise croisa les bras. « Êtes-vous ici pour faire une offre, monsieur Dubois ?» Femme intelligente. Dubois sourit de nouveau, ce sourire si calculé pour paraître chaleureux et raisonnable. Le ministère des Armées est prêt à faire une offre très généreuse pour votre propriété, bien au-dessus de la valeur marchande. Je ne suis pas intéressé par la vente. L'expression de Dubois ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia, un enroulement d'énergie potentielle comme un serpent se préparant à frapper. Peut-être devriez-vous considérer les implications plus larges avant de prendre cette décision. Implications? La sécurité nationale, Madame Chevalier. L'installation en construction ici jouera un rôle critique dans l'infrastructure de défense de la France. Les intérêts privés doivent parfois céder au bien commun. Pour autant que je sache, c'est toujours la France, répliqua Élise d'un ton égal. Les droits de propriété privée ont toujours un sens, même pour le gouvernement. L'un des hommes de Dubois, le lieutenant Gabriel Moreau,
celui avec la cicatrice le long de sa mâchoire, se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Dubois. Dubois hocha légèrement la tête, son regard s'intensifiant, tandis qu'il étudiait Élise avec un intérêt renouvelé. « Bien sûr, » dit Dubois, son ton passant à quelque chose de plus doux, de plus dangereux. « Personne ne suggère le contraire, mais il existe des mécanismes légaux, l'expropriation pour cause d'utilité publique, par exemple, qui pourraient entrer en jeu. Le processus peut être difficile pour les propriétaires. De longues batailles juridiques, des avoirs gelés pendant que le contentieux se déroule. La menace était claire, bien que soigneusement formulée pour maintenir une dénégation plausible. Élise n'avait pas attendu moins. « J'apprécie votre inquiétude, monsieur Dubois, mais je suis à l'aise avec ma décision. » Elle fit un geste vers le portail. « Maintenant, si vous le permettez, j'ai du travail. » Dubois maintint son regard un long moment avant de hocher la tête. « Bien sûr, désolé d'avoir troublé votre matinée. » Il plongea la main dans sa veste, en sortit une carte de visite qu'il tendit vers la clôture. « Au cas où vous changeriez d'avis. » Élise s'approcha et prit la carte, prenant soin d'éviter tout contact physique. De près, elle put voir l'examen à peine dissimulé dans les yeux de Dubois, cherchant quelque chose de familier, une confirmation de ses soupçons. Certaines personnes ne comprennent pas quand il est temps de coopérer avec leur gouvernement, Madame Chevalier, dit Dubois d'une voix basse. Cela se termine rarement bien pour elle. Est-ce une menace, Monsieur Dubois? Juste une observation basée sur l'expérience. Son sourire revint froid et professionnel. Nous resterons en contact. Alors que le convoi Blackwater France repartait, Élise resta près de la clôture, observant jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Ce n'est qu'alors qu'elle examina la carte de visite de Dubois, information corporative standard au recto, vierge au verso. Elle la glissa dans sa poche et retourna au système d'irrigation qu'elle inspectait. 20 minutes plus tard, satisfaite que personne ne l'observait, elle sortit un appareil électronique portatif d'une poche, dissimulé de sa veste de travail, et le passa sur la carte de visite. L'écran du scanner confirma son soupçon. La carte contenait une puce de suivi RFID intégrée, conçue pour surveiller ses mouvements tant qu'elle la portait. Tactique d'amateur selon ses standards. Dubois la testait, voyant si elle détecterait une technique de surveillance aussi élémentaire. Élise plaça la carte dans une pochette de blocage de signal et continua son travail. Qu'il pense que son stratagème avait réussi pour l'instant. Cette nuit-là, Élise était assise dans l'obscurité sur sa véranda, un monoculaire de vision nocturne levé à son œil droit, alors qu'elle scrutait le périmètre de sa propriété. Le système d'irrigation avait cessé de fonctionner des heures après la visite de Dubois. Sabotage, clairement, bien que fait assez habilement pour apparaître comme une défaillance mécanique pour un observateur non entraîné. Un mouvement attira son attention. 2 silhouettes s'approchant à travers le champ d'orge depuis l'ouest, utilisant le terrain pour se dissimuler. Leur schéma de mouvement trahissait un entraînement militaire, bien que pas de premier ordre. Ils portaient ce qui semblait être des pistolets mitrailleurs compacts, probablement des MP7 avec des silencieux. Élise les regarda avancer jusqu'à 100 mètres de la ferme avant de se glisser à l'intérieur. Elle se déplaça silencieusement à travers le bâtiment assombri jusqu'à sa chambre, où elle récupéra le CJ Sauer P320 de sa table de nuit et attacha le silencieux avec une efficacité rodée. Puis, elle se positionna dans l'ombre de la cuisine, observant par la fenêtre les intrus s'approcher de la porte arrière. La serrure céda à leur manipulation. Ils étaient venus préparés avec des outils de crochetage. La porte s'ouvrit silencieusement vers l'intérieur et le premier assaillant entra, arme en position basse, utilisant la technique appropriée de dégagement de pièces. Le deuxième assaillant suivit quelques instants plus tard, couvrant le secteur opposé. Élise les laissa s'avancer plus loin dans la maison, écoutant leur communication chuchotée alors qu'ils fouillaient le rez-de-chaussée. « Elle est censée être seule », murmura le premier assaillant. « Fais juste le travail et sors », répondit son partenaire. Dubois la veut effrayée, pas morte.
Cela confirma ce qu'Élise avait déjà suspecté. Ce n'était pas une tentative d'assassinat, mais une tactique d'intimidation. Dubois intensifiait sa pression, testant progressivement ses réactions. Elle aurait pu éliminer les deux intrus avec un minimum d'effort, mais cela forcerait Dubois à révéler ses véritables intentions plutôt qu'elle ne le souhaitait. Mieux valait gérer cela d'une manière qui maintenait sa couverture, tout en envoyant un message clair. Élise attendit qu'ils se séparent, puis bougea. Elle approcha le premier assaillant par derrière, le C.J. Sauer tenu hors de vue contre sa jambe. Avec une précision rodée, elle frappa le point de pression à la base de son crâne, avec sa main libre, provoquant une désorientation momentanée. Avant qu'il ne puisse récupérer, elle l'avait désarmé, retiré le chargeur de son arme et libéré la chambre. Tout cela en moins de 3 secondes. L'homme tourna, cherchant une arme de poing, mais se figea lorsqu'il sentit la froide pression du silencieux d'Élise contre sa tempe. « Non !» chuchota-t-elle. Dans le salon, le deuxième assaillant appela doucement. « Lambert, ça va ?» Élise pressa plus fermement le silencieux contre la tête du premier assaillant. « Dis-lui que tout va bien. Fais-le de manière convaincante. Tout est clair ici, » appela Lambert, sa voix remarquablement stable étant donné les circonstances. « Je vérifie juste la cuisine. »« Qui vous a envoyé ?» demanda Élise dans un chuchotement. « Vous savez qui ?» répondit Lambert, ses yeux dardant vers son arme, calculant ses chances. « Dis à Dubois que s'il envoie quelqu'un d'autre sur ma propriété, il n'en sortira pas vivant, » dit Élise, sa voix dénuée d'émotion. « Ceci est votre unique avertissement. » D'un mouvement rapide et précis, elle le frappa à la jonction du cou et de l'épaule, un regroupement nerveux qui induisait une paralysie temporaire lorsqu'il était correctement touché. Lambert s'effondra au sol, conscient mais incapable de bouger ou de parler. Élise se déplaça pour intercepter le deuxième assaillant, employant la même technique de neutralisation efficace. En quelques minutes, les deux hommes étaient incapacités mais indemnes. Elle les traîna sur la véranda et les installa en position assise contre le mur, leurs armes désassemblées à leur côté. Du gilet tactique de Lambert, elle sortit un petit appareil électronique, un système d'écoute clandestin conçu pour être caché à l'intérieur de la maison. Élise se pencha vers Pierre Lambert, dont les yeux brillaient d'une fureur impuissante, tandis que son corps refusait de répondre à ses commandes. « La paralysie s'estompera dans environ 20 minutes, l'informa-t-elle d'un ton clinique. Quand ce sera le cas, prenez votre équipement et partez. Dites au commandant Dubois que son dispositif de surveillance était décevant, de la technologie israélienne d'au moins 5 ans. Je m'attendais à mieux de la part de Blackwater France. » Elle se leva et retourna à la maison, refermant la porte derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa un instant d'inquiétude. Dubois avançait plus vite que prévu, ce qui signifiait qu'elle devait accélérer ses propres préparatifs. Élise sortit son téléphone satellite sécurisé et composa le numéro de Lisa Chen, son ancienne coéquipière du programme Valkyrie qui travaillait désormais pour la DGSE. « La bibliothèque est fermée », répondit Lisa, utilisant leur code d'identification préétabli. « Mais les archives restent ouvertes », répondit Élise avec le contre-signe correct. « Canal sécurisé établi », confirma Lisa. « Que se passe-t-il » Dubois a pris contact aujourd'hui, suivi d'une visite nocturne de 2 de ses hommes. Des victimes? Négatif. J'ai fait ça proprement, mais ils me testent. L'escalade est plus rapide que prévu. Un silence sur la ligne, légèrement plus long que ce que les protocoles opérationnels auraient dicté. Lorsque Lisa reprit la parole, il y avait une tension subtile dans sa voix que l'oreille exercée d'Élise détecta immédiatement. J'ai fouillé dans les activités récentes de Blackwater France. Élise, il se passe quelque chose d'important. Ils ont acheté du matériel spécialisé via des sociétés écrans, des brouilleurs de signal, du blindage EMP, du stockage de données renforcé, le genre d'équipement dont on aurait besoin si l'on se préparait à un blackout. Élise termina, se souvenant de la conversation qu'elle avait entendue. Opération Blackout. Quoi qu'il prévoie, c'est imminent. Des jours, pas des semaines. Un autre silence. Il y a autre chose.
J'ai trouvé une trace financière liant Blackwater France à certains éléments au sein de la communauté du renseignement. Fais attention à qui tu fais confiance. L'avertissement glaça le sang d'Élise. Y compris le colonel Lefebvre? Je ne peux ni confirmer ni infirmer sur ce canal, répondit Lisa, sa formulation prudente étant en soi un avertissement. Surveille tes arrières. Tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Le capitaine de gendarmerie David Martin gara son véhicule de patrouille de la gendarmerie sur le parking en gravier derrière le Centenaire, se plaçant près des bennes à ordures où son véhicule ne serait pas immédiatement visible depuis la route. Le bar était fermé le lundi, ce qui en faisait l'endroit idéal pour la réunion qu'Élise avait organisée. Le capitaine Martin s'approcha de l'entrée arrière, notant l'absence de caméras de sécurité de ce côté du bâtiment. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. « Capitaine !» le salua Élise, l'expression grave. « Merci d'être venu. »« Madame Chevalier. » Il la suivit à l'intérieur où le bar était sombre et silencieux. « Ou devrais-je vous appeler par un autre nom ?» Les lèvres d'Élise se serrèrent brièvement. « Sophie, c'est très bien pour l'instant. » La zone principale du bar était vide, à l'exception d'une silhouette assise à une table de coin. Le colonel Marc Fer de Lance Lefebvre, ses cheveux argentés captant la faible lumière filtrant à travers les volets. Il se leva à leur approche, tendant la main au capitaine Martin. « Capitaine. Marc Lefebvre, ministère des Armées. » La poignée de main du capitaine Martin était ferme, mais prudente. « Mon colonel. Gendarmerie nationale, retraité. »« Je sais, » répondit Lefebvre. « 2e régiment d'infanterie de marine, Fallujah, 2004. Service distingué. » Les yeux du capitaine Martin se plissèrent légèrement. « Vous avez fait vos devoirs. »« C'est mon métier, » dit Lefebvre. Il désigna les chaises. « Asseyez-vous, je vous en prie. Ce que nous devons discuter exige à la fois discrétion et urgence. » Une fois assis, Élise plaça un brouilleur de signal sur la table et l'activa, créant une bulle sécurisée qui empêcherait toute écoute électronique. L'appareil ronronna doucement en parcourant les bandes de fréquence. « Ce que je suis sur le point de partager est secret défense, » commença Élise, sa voix basse malgré la précaution. Mais les circonstances ont relégué la sécurité opérationnelle à un souci secondaire. Au cours des 15 minutes suivantes, elle fit un briefing concis sur son passé avec le projet Valkyrie, son histoire avec Dubois et les événements au camp de Satory qui avaient initié leur inimitié. Elle expliqua l'apparition de Blackwater France dans la vallée de la Haute-Tarentaise et leur intérêt apparent pour l'installation militaire prévue. « Il y a 2 nuits, Dubois a envoyé des hommes sur ma propriété, » conclut-elle. « Une tactique d'intimidation pour l'instant, mais ces opérations s'accélèrent. » Le capitaine Martin absorba les informations avec le calme posé d'un vétéran qui avait déjà connu le combat et le chaos. « Que croyez-vous que Blackwater France prépare exactement ?» Lefebvre se pencha en avant. « D'après les renseignements que nous avons recueillis, Dubois semble se préparer à une opération dont le nom de code est Blackout. Les détails restent flous, mais cela implique un équipement de guerre électronique sophistiqué et un déploiement important de personnel. Et vous croyez que c'est lié à la nouvelle installation militaire ? Demanda le capitaine Martin. Ça doit l'être, dit Élise. Le timing est trop précis pour être une coïncidence. Dubois nourrit une vendetta contre le projet Valkyrie depuis 15 ans. Maintenant que le programme est réactivé avec un nouveau quartier général prévu pour la vallée de la Haute-Tarentaise, il a enfin l'opportunité de se venger. L'expression du capitaine Martin s'assombrit. Comme il l'a fait avec mon fils. Élise et Lefebvre échangèrent un regard. « Votre fils ?» demanda Lefebvre avec prudence. « Jules Martin. » La voix du capitaine de gendarmerie resta calme, bien que ses mains se serrassent autour de sa tasse de café. « Commando marine. Tué dans un accident d'entraînement en Irak après avoir signalé des irrégularités dans les opérations de Blackwater France. L'enquête officielle les a disculpés, mais je sais ce qu'il en est.
Il fixa Lefebvre d'un regard dur. « J'ai passé 11 ans à essayer de prouver la responsabilité de Blackwater France. 11 ans à regarder la compagnie de Dubois devenir plus puissante, plus intouchable, tandis que le nom de mon fils s'est estompé de la mémoire de tous, sauf de la mienne. » Élise étudia le capitaine Martin avec une nouvelle compréhension. Son implication n'était pas seulement un devoir professionnel ou la protection de la communauté, c'était personnel, la quête de justice d'un père. Cela en faisait à la fois un allié précieux et un passif potentiel, si l'émotion obscurcissait son jugement. « Capitaine, dit-elle doucement, nous avons besoin de votre aide, votre connaissance de la vallée, votre autorité en tant que force de l'ordre. Celles-ci vous donnent un accès et des capacités que nous n'avons pas. Mais cette opération sera dangereuse. Dubois a des ressources, des hommes et une absence totale de contraintes éthiques. » L'expression du capitaine Martin se durcit de résolution. « Madame Chevalier, Élise, mon fils a donné sa vie en essayant de dénoncer ces gens. S'il y a la moindre chance de finir ce qu'il a commencé, d'amener Dubois devant la justice, je suis à fond. » Il marqua une pause. « Mais nous aurons besoin de plus que nous trois. »« J'y ai réfléchi, » dit Lefebvre. « Je peux demander une équipe d'opération spéciale, mais les canaux officiels prennent du temps que nous n'avons peut-être pas. De plus, une telle demande générerait de la paperasse qui pourrait alerter les contacts de Dubois à l'hôtel de Brienne. »« Je ne pensais pas à vos forces spéciales, » répondit le capitaine Martin. « Je pensais aux hommes d'ici, dans la vallée de la Haute-Tarentaise. » Élise haussa un sourcil. « Des civils locaux contre des opérateurs de Blackwater France ? Pas n'importe quel civil. » Une pointe de fierté entra dans la voix du capitaine Martin. La vallée de la Haute-Tarentaise a toujours eu une forte communauté d'anciens combattants. Nous avons d'anciens opérateurs, des forces spéciales qui mènent une vie tranquille ici. Des hommes qui ont servi avec distinction, mais préfèrent laisser ces jours derrière eux. Il sortit un petit carnet et l'ouvrit sur la table. François Legrand, 71 ans, ancien béret vert, a servi au Panama et lors de la première guerre du Golfe. Il tient la quincaillerie du village maintenant, mais tire toujours en compétition. Thomas Rivière, 68 ans, a piloté des Hueys au Vietnam, puis des hélicoptères d'opération spéciale jusqu'à sa retraite en 96. Il a sa propre entreprise d'épandage agricole de nos jours. Robert Kim, 63 ans, spécialiste EOD pendant la tempête du désert, a désamorcé plus de 300 IED au cours de sa carrière. Il enseigne la chimie au lycée maintenant. Le capitaine Martin leva les yeux de ses notes. Il y en a d'autres, des hommes dont les compétences ne s'estompent pas, même si leurs genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Des hommes qui se lèveraient s'ils savaient ce qui se passe ici. Lefebvre parut sceptique. Avec tout le respect que je leur dois, capitaine, nous parlons d'hommes dans la soixantaine et la soixantaine avancée, éloignés du service actif depuis des décennies, face à une société militaire privée, dotée d'équipements et d'un entraînement de pointe. « L'âge apporte la sagesse, mon colonel, » répondit le capitaine Martin d'un ton égal. « Et contrairement à vos opérateurs en service actif, ces hommes n'ont rien à perdre et aucune chaîne de commandement à satisfaire. Ils connaissent aussi intimement le terrain. Ils ont chassé dans ces montagnes pendant des décennies. » Élise considéra la proposition, pesant les réalités tactiques face à l'avertissement de Lisa concernant la confiance. Utiliser des vétérans locaux comportait des risques significatifs, mais ils opéraient en dehors des canaux établis où des taupes potentielles pourraient se cacher. Leur imprévisibilité même pourrait être un avantage. Dubois et ses hommes n'anticiperaient jamais une résistance d'un groupe de vétérans à la retraite. « Rencontrons-les », décida-t-elle, discrètement. « Nous devons évaluer leurs capacités et leur engagement avant de prendre toute décision. » Le capitaine Martin hocha la tête. « Je peux arranger ça. Il y a un chalet de chasse dans les collines, hors réseau. François le possède. Nous pouvons nous y retrouver demain soir. » Alors qu'il finalisait les détails, le téléphone sécurisé d'Élise vibra.
L'écran affichait un message de Lisa. Urgent. Nouvelle info sur Valkyrie/Blackout. Appel sécurisé. Je dois prendre ça, dit Élise, s'éloignant de la table. Elle se dirigea vers la cuisine du bar, gardant Lefebvre et le capitaine Martin en ligne de mire, tout en s'assurant une intimité suffisante pour l'appel. Lisa répondit immédiatement. Nous avons un grave problème. Vas-y. J'ai identifié le second de Dubois pour l'opération de la vallée de la Haute-Tarentaise. Ça ne va pas vous plaire. La voix de Lisa était sombre. C'est Jessica Kim. Élise eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Jessica Kim, son ancienne coéquipière du programme Valkyrie original, présumée morte après le désastre de Bagdad. « Ce n'est pas possible, » dit Élise, sa voix à peine un murmure. « Jessica est morte en Irak. Il y a eu un enterrement. » Il y eut une étrange hésitation de la part de Lisa, juste une fraction de seconde de trop. Apparemment pas. Elle opère maintenant sous le nom de Marie Leblanc. Le renseignement confirme qu'elle est avec Blackwater France depuis au moins 7 ans, servant de bras droit à Dubois. Une autre pause. Élise, il y a plus. Les dossiers suggèrent qu'elle travaillait pour Dubois avant même Bagdad. Les implications percutèrent l'esprit d'Élise comme du verre brisé. Si Jessica avait été l'agent de Dubois au sein de Valkyrie depuis le début, cela expliquerait comment l'opération à Bagdad avait été si complètement compromise. Cela expliquerait comment 6 femmes hautement entraînées étaient tombées dans un piège qui leur avait coûté la vie. « Elle nous a trahis », dit Élise, les mots amers dans sa bouche. « Nous toutes. » Les preuves le suggèrent. La voix de Lisa s'adoucit légèrement. « Je suis désolé, Élise. Je sais que vous étiez proche. » Quelque chose dans le ton de Lisa Chen attira l'attention d'Élise, une tension subtile qui ne correspondait pas à la communication opérationnelle standard. 7 ans, c'était beaucoup trop long pour que Jessica Kim travaille avec le commandant Antoine Dubois sans que les services de renseignement ne détectent sa présence. Soit la communauté du renseignement était remarquablement incompétente, soit quelqu'un jouait une partie plus profonde. « Il y a autre chose », poursuivit Lisa Chen, apparemment inconsciente des calculs mentaux d'Élise. J'ai découvert des détails partiels sur l'opération Blackout. Il semble s'agir d'une cyberattaque sophistiquée ciblant le réseau de communication sécurisé de l'hôtel de Brienne. L'attaque sera lancée depuis la vallée de la Haute-Tarentaise, utilisant la position élevée et l'emplacement éloigné pour échapper aux contre-mesures immédiates. « Quel est l'objectif ?» demanda Élise, ramenant son esprit à la menace immédiate. C'est encore flou. Mais d'après l'équipement que Blackwater France a acquis, il pourrait potentiellement perturber les communications militaires dans tout le Grand Ouest de la France pendant au moins 12 heures. Durant cette fenêtre, il pourrait exécuter n'importe quel nombre d'opérations secondaires sans détection ni réponse. L'esprit d'Élise analysa rapidement les implications. L'installation Valkyrie, c'est juste une couverture, n'est-ce pas? L'hôtel de Brienne ne réactive pas réellement le programme. Je ne peux pas confirmer cela, répondit Lisa Chen avec prudence, mais je n'ai trouvé aucune documentation officielle pour une relance du programme Valkyrie. Quoi qu'il se passe dans la vallée de la Haute-Tarentaise, cela opère sous des protocoles de compartimentation extrêmes. Ou c'était une fabrication complète, une histoire que le colonel Marc Fer de Lance Lefebvre avait utilisée pour l'attirer, peut-être comme appât pour le commandant Antoine Dubois. Élise jeta un œil au colonel, réévaluant tout ce qu'il lui avait dit à la lumière de cette nouvelle information. « Continue de creuser, » dit-elle à Lisa Chen. « Je dois savoir exactement ce qui est construit dans cette vallée et je dois connaître l'objectif réel du commandant Antoine Dubois et de Jessica Kim. » Sois prudente, Élise. Si Jessica Kim est impliquée, elle connaît toutes tes tactiques, toutes tes procédures. Elle s'est entraînée avec toi. Et je connais les siennes, répondit Élise, bien que la confiance dans sa voix sonne creux. La Jessica Kim qu'elle avait connue n'aurait jamais trahi son équipe,
ce qui signifiait soit qu'Élise avait complètement mal jugé sa plus proche alliée, soit que la femme, travaillant avec le commandant Antoine Dubois, n'était plus la même personne. Quoi qu'il en soit, la menace était devenue exponentiellement plus dangereuse, et la liste des personnes à qui Élise pouvait faire confiance avec une certitude absolue s'était réduite à une seule, elle-même. Le chalet de chasse était perché haut sur une crête forestière, surplombant la vallée de la Haute-Tarentaise, accessible uniquement par un chemin de terre étroit qui serpentait le long du flanc de la montagne. Construit avec du bois local et des pierres de taille, il se fondait si efficacement dans le paysage qu'il restait pratiquement invisible jusqu'à ce que l'on se trouve devant. Une caractéristique qui l'avait rendu populaire auprès des générations de chasseurs locaux. Ce soir, il servait un but différent. Élise arriva la première, 2 heures avant le rendez-vous prévu, pour sécuriser le périmètre et établir la surveillance. Elle se déplaça dans la forêt environnante avec une discrétion exercée, plaçant des capteurs de mouvement à des points stratégiques le long de la route d'accès et des sentiers pédestres. Depuis une position dissimulée à 50 mètres du chalet, elle observa à travers une lunette thermique l'arrivée ponctuelle du capitaine de gendarmerie David Martin, suivi de 5 hommes plus âgés dans des pick-up et des SUV. Ce n'est que lorsqu'elle fut satisfaite qu'il n'avait pas été suivi qu'Élise s'approcha du chalet entrant par une fenêtre arrière plutôt que par la porte principale, une précaution qui valut des hochements de tête approbateurs des vétérans rassemblés à l'intérieur. L'intérieur était rustique mais confortable, avec une grande cheminée en pierre, des meubles en bois massif et des murs ornés de trophées de chasse et de souvenirs militaires. Une carte topographique de la vallée de la Haute-Tarentaise dominait un mur, annoté de notes manuscrites sur les mouvements de gibier et les affûts de chasse. Le capitaine Martin fit les présentations. François Legrand, l'ancien béret vert, était un homme trapu à la barbe blanche et aux mains calleuses qui témoignaient de décennies de travail physique. Thomas Rivière, le pilote d'hélicoptère du Vietnam, était svelte et nerveux, avec des yeux observateurs qui balayaient constamment son environnement. Robert Kim, le spécialiste EOD, avait les mouvements méthodiques et la parole mesurée d'un homme habitué à travailler avec précision sous pression. Les 2 autres étaient Jacques Dubois, un ancien sniper des forces spéciales terres qui travaillait désormais comme géomètre expert territorial, et Georges Lefebvre, qui avait servi dans le commando marine avant de devenir l'agent immobilier le plus prospère de la vallée de la Haute-Tarentaise. Collectivement, ils représentaient plus d'1 siècle d'expérience en opérations spéciales, bien que, comme l'avait souligné le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre, la majeure partie de cette expérience remontait à plusieurs décennies. Le capitaine de gendarmerie Martin dit que vous avez besoin de notre aide, commença François Legrand, sa voix portant la texture rocailleuse d'un fumeur invétéré. Il a dit que cela impliquait la sécurité nationale et des menaces potentielles pour la vallée de la Haute-Tarentaise. C'est exact, répondit Élise, décidant que la franchise serait l'approche la plus efficace avec ses hommes. Je vais partager des informations techniquement classifiées, mais les circonstances exigent une action immédiate en dehors des canaux normaux. Au cours des 20 minutes suivantes, elle fournit une version soigneusement éditée de la situation, expliquant son passé dans le renseignement militaire, l'identité du commandant Antoine Dubois en tant que contractant en sécurité privée renégat, et le plan apparent de Blackwater France d'utiliser la vallée de la Haute-Tarentaise comme base pour une attaque contre les systèmes de communication militaire. Elle omit les références spécifiques au programme Valkyrie et à son histoire personnelle avec Dubois, se concentrant plutôt sur la menace immédiate pour la sécurité nationale et la communauté locale. Blackwater France compte au moins 20 opérateurs dans la vallée, conclut-elle, possiblement plus en chemin. Ils sont lourdement armés, bien entraînés et se préparent à une sorte d'opération dans les 72 prochaines heures. Les hommes échangèrent des regards, des décennies d'expérience militaire leur permettant de communiquer des volumes sans mots.
Pourquoi ne pas appeler la DGSI, demanda Georges Lefebvre, ou un soutien militaire réel? La bureaucratie et les contraintes de temps, répondit le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre, parlant pour la première fois depuis le début du briefing. Le temps que nous naviguions par les canaux officiels, obtenions les autorisations nécessaires et déployions les forces appropriées, l'opération de Dubois sera terminée. De plus, ajouta le capitaine de gendarmerie David Martin, Blackwater France a des connexions à Paris, des contacts de haut niveau qui les ont protégés de tout examen minutieux par le passé. Toute demande officielle d'intervention serait probablement signalée et potentiellement compromise. François Legrand caressa sa barbe pensivement. Donc vous demandez à une bande de vieux briscards de reprendre du service, affronter des opérateurs professionnels avec un équipement et un entraînement moderne. Je sais que c'est beaucoup demandé, reconnut Élise. Les risques sont importants. Des risques ? Thomas Rivière rit, un son dépourvu d'humour. Madame, à notre âge, le plus grand risque est de mourir dans une maison de retraite avec des tuyaux dans le nez. Au moins comme ça, nous partons en faisant quelque chose qui compte. Robert Kim hocha la tête en signe d'accord. Cette vallée est notre foyer. Ces gens sont nos voisins. Si cette équipe de Blackwater France prépare quelque chose qui les met en danger, je suis partant. Moi aussi, dit Jacques Dubois, tranquillement. J'ai toujours pensé qu'il me restait une mission. François Legrand regarda Élise avec une évaluation perspicace. Vous ne nous dites pas tout. C'est assez clair, mais je lis les gens depuis 50 ans et je peux dire quand quelqu'un se bat du bon côté. Il tendit la main. Nous sommes avec vous. Élise lui serra la main, sentant la force toujours présente dans sa poigne, malgré son âge. Merci. Ne nous remerciez pas encore, prévint Georges Lefebvre. Nous devons savoir à quoi nous sommes confrontés et quelles ressources nous avons. Renseignements détaillés, armes, équipements, plans tactiques. J'ai apporté ce que j'ai pu, dit Élise, ouvrant un sac de sport qu'elle avait apporté. Elle étala plusieurs images satellites de la vallée de la Haute-Tarentaise sur la table, ainsi que les plans du chantier de la supposée installation Valkyrie. Voici ce que nous savons des positions actuelles de Blackwater France et du terrain sur lequel nous allons opérer. Les vétérans commencèrent immédiatement à analyser les matériaux, leur entraînement vieux de plusieurs décennies refaisant surface alors qu'ils évaluaient la situation tactique. Ce qui impressionna Élise n'était pas seulement leur savoir-faire technique, mais les approches innovantes qu'ils suggéraient, des tactiques non conventionnelles qui pourraient ne pas figurer dans les manuels modernes d'opérations spéciales, mais pourraient être d'une efficacité dévastatrice dans les bonnes circonstances. Les vecteurs d'approche standard ne fonctionneront pas, observa François Legrand, traçant une ligne sur la carte. Ils les auront couverts avec une surveillance redondante. Mais il y a un ancien sentier de chasse ici, ne figurant sur aucune carte. Je l'utilise depuis 30 ans. Il arrive derrière cette crête, offrant une dissimulation jusqu'à 200 mètres de leur périmètre est. Thomas Rivière désigna un autre emplacement. Il y a un cirque naturel ici, parfait pour les opérations d'hélicoptères. Je pourrais me poser avec une signature sonore minimale si je viens à basse altitude à travers cette gorge. Mon vieux Cessna n'est pas aux normes militaires, mais il est silencieux quand je coupe le moteur pour l'approche finale. « Et les communications ?» demanda Élise. « Ils surveilleront les fréquences standards. » Robert Kim sourit légèrement. « Quand j'ai pris ma retraite, j'ai développé une passion pour la radio logicielle. J'ai construit un système qui saute de fréquence selon un algorithme basé sur les relevés de température quotidiens de 3 stations météorologiques. À moins qu'ils ne connaissent l'algorithme exact et les points de référence, ils ne le craqueront jamais. » Pendant qu'il travaillait, Élise se trouva de plus en plus impressionnée par ces guerriers vieillissants. Ce qui leur manquait en capacité physique, ils le compensaient largement par leur ingéniosité, leur connaissance locale et ce genre de pensée improvisée issue de décennies d'expérience sur le terrain.
Alors qu'il finalisait les préparatifs initiaux, le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre reçut un appel sur son téléphone sécurisé. Son expression s'assombrit tandis qu'il écoutait. « Compris. Maintenez la distance et continuez l'observation. » Il termina l'appel et se tourna vers le groupe. « C'était mon contact sur le chantier. Le personnel de Blackwater France est arrivé en force. Au moins 30 opérateurs avec des valises d'équipement et ce qui semble être de l'équipement de guerre électronique. » « Le calendrier s'accélère, » dit Élise d'un ton sombre. « Ils avancent plus vite que prévu. »« Nous devons effectuer une reconnaissance immédiate, » suggéra Georges Lefebvre. « Confirmer leur position, identifier l'équipement, établir leurs schémas opérationnels. »« D'accord, » répondit Élise. « Mais nous devons agir prudemment. Si Dubois a fait venir Jessica... » Elle se reprit, réalisant qu'elle n'avait pas informé le groupe de ce développement. « Jessica ?» demanda le capitaine de gendarmerie, David Martin. Élise échangea un regard avec le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre, qui hocha légèrement la tête, une reconnaissance qu'une divulgation complète était désormais nécessaire. « Jessica Kim », expliqua Élise, ancienne opératrice Valkyrie présumée morte après une mission qui a mal tourné en Irak. De nouveaux renseignements suggèrent qu'elle est vivante et travaille pour le commandant Antoine Dubois sous le nom de Marie Leblanc. « Votre coéquipière ?» demanda le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre d'un ton sec, bien que quelque chose dans sa voix parût à Élise théâtrale plutôt que réellement surpris. « Celle qui était avec vous à Bagdad ?»« Oui, et si elle est impliquée, notre sécurité opérationnelle est compromise dès le départ. Elle connaît mes tactiques, mes protocoles, tout de ma façon de planifier et d'exécuter les missions. » Les vétérans traitèrent cette nouvelle information avec une gravité professionnelle, reconnaissant immédiatement les implications stratégiques de faire face à un adversaire ayant une connaissance intime de leur commandement. « Alors, nous nous adaptons, » dit simplement François Legrand. « Utilisez des approches qu'elle n'attendrait pas de vous. Nous sommes peut-être vieux, mais nous avons quelques astuces qu'elle n'aura jamais vues auparavant. » Élise hocha la tête, reconnaissante de la réponse pragmatique. « Nous nous diviserons en équipes de reconnaissance. Le capitaine de gendarmerie David Martin et moi observerons le chantier principal. François et Thomas se concentreront sur leur poste de commandement à l'auberge du Vieux Four. Robert et Jacques surveilleront les routes d'accès et identifieront toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mises en œuvre. Georges, vos connexions dans l'immobilier vous donnent une raison légitime de vous déplacer dans la vallée. Voyez ce que vous pouvez apprendre sur d'éventuelles propriétés supplémentaires qu'ils pourraient utiliser. »« Et moi ?» demanda le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre. Élise hésita. Malgré le fait de travailler à ses côtés, elle nourrissait toujours des doutes quant à la véritable intention du colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre. Le manque de documentation officielle pour la renaissance de Valkyrie, combiné au moment opportun de sa réapparition dans sa vie, soulevait des questions qu'elle ne pouvait ignorer. « J'ai besoin que vous utilisiez vos accréditations du ministère des Armées pour recueillir tout renseignement supplémentaire sur les opérations actuelles de Blackwater France, » dit-elle avec précaution. « Votre statut officiel vous donne un accès que nous n'avons pas. » Si le colonel Marc Fer de Lens-Lefebvre reconnut la séparation implicite des opérations de terrain, le tenant à distance de leurs mouvements tactiques, il n'en montra rien. Il hocha simplement la tête en signe d'accord. « Nous nous retrouverons ici à 6 heures demain, » conclut Élise. « Déplacez-vous prudemment, maintenez la discipline des communications et évitez l'engagement. Ceci n'est que de la reconnaissance. » Alors que la réunion se dispersait, Élise attira le capitaine de gendarmerie David Martin à l'écart. « J'ai besoin d'un service, » dit-elle doucement. « Quelque chose en dehors des procédures officielles. » Le capitaine de gendarmerie David Martin haussa un sourcil, mais hocha la tête. « Nommez-le. »
J'ai besoin que vous fassiez surveiller le colonel Marc Fer de Lance Lefebvre discrètement. Je ne suis pas entièrement convaincu qu'il soit franc avec nous quant à la raison de sa présence ou à ce qui est réellement construit dans cette vallée. » Le capitaine de gendarmerie étudia Élise un instant, puis hocha la tête avec un léger sourire qui la surprit. « C'est déjà fait. Mon adjudant, ancien commando marine, a effectué 2 missions en Afghanistan, le filet depuis qu'il est arrivé en ville. Procédure standard pour tous les visiteurs officiels après ce qui est arrivé à mon fils. » Élise sentit une lueur de respect pour la prévoyance du capitaine de gendarmerie. Et, jusqu'à présent, il est exactement qui il prétend être. Il fait tous les appels que l'on attend de quelqu'un qui coordonne avec les hauts gradés du ministère des Armées. L'adjudant Sébastien Leroy hésita. Mais il y a eu un appel hier à un numéro que mon adjudant n'a pas pu tracer. Ligne sécurisée, chiffrement militaire. Cela pourrait être légitime. Cela pourrait être autre chose. Faire confiance mais vérifier, dit Élise. La plus ancienne règle du livre. Exactement. Le visage buriné du capitaine de gendarmerie David Martin se plissa d'un bref sourire. Je vous tiendrai au courant si quoi que ce soit change. Après le départ des autres, Élise resta au chalet de chasse, utilisant sa position élevée pour mener une surveillance de la vallée en contrebas. À travers ses optiques haute performance, elle pouvait voir le chantier maintenant entouré de personnel de sécurité supplémentaires et de structures temporaires qui n'étaient pas là 2 jours plus tôt. Un mouvement près du périmètre attira son attention, une silhouette féminine dirigeant les arrangements de sécurité avec une autorité évidente. Même à cette distance, il y avait quelque chose de familier dans sa posture et ses gestes. Élise ajusta la mise au point, zoomant autant que les optiques le permettaient. La femme se retourna, son profil maintenant visible au crépuscule. Jessica Kim. Plus âgée, les cheveux plus courts et plus clairs qu'Élise ne s'en souvenait, mais incontestablement la même femme qui avait combattu à ses côtés dans certains des endroits les plus dangereux de la planète. La même femme qui aurait péri dans ses bras dans une planque trempée de sang à Bagdad. Alors qu'Élise regardait, Jessica marqua une pause dans ses activités, se tournant légèrement pour scanner les crêtes environnantes avec un mouvement presque imperceptible. Le genre de conscience environnementale qui leur avait été inculqué à toutes deux pendant l'entraînement Valkyrie. Pendant un bref instant, il sembla que Jessica regardait directement la position d'Élise, bien que la distance et le camouflage rendissent cela impossible. Puis, dans un geste si subtil que n'importe qui d'autre l'aurait manqué, Jessica toucha son oreille gauche de 2 doigts, puis son col, le signal qu'elles avaient utilisé à Bagdad lorsque les communications pouvaient être compromises. Attention, non sécurisé. Le souffle d'Élise se coupa. Si Jessica était véritablement une traîtresse travaillant pour le commandant Antoine Dubois, pourquoi risquerait-elle d'envoyer un tel signal ? Et si elle n'était pas une traîtresse, si elle opérait sous couverture profonde, qui l'avait placée là ? Et pourquoi Élise n'avait-elle pas été informée ? La toile de tromperie et de contre-tromperie devenait de plus en plus complexe d'heure en heure. Jessica vivante et apparemment travaillant pour l'ennemi. Le colonel Marc Fer de Lance Lefebvre, ressuscité d'entre les morts, avec une histoire d'un programme Valkyrie relancé. Lisa fournissant des renseignements qui pourraient être conçus pour manipuler plutôt que d'informer. Alors que l'obscurité tombait sur la vallée de la Haute-Tarentaise, Élise poursuivait sa veille, observant les préparatifs de Blackwater France s'accélérer sous la supervision de Jessica Kim. Quoique l'opération Blackout impliquât, c'était clairement imminent. La première bataille se déroulerait dans l'ombre, un concours d'information, de préparation et de positionnement stratégique. Et malgré le courage et l'expérience de son alliance nouvellement formée, Élise ne se faisait aucune illusion sur la difficulté de ce qui l'attendait. Ils étaient en infériorité numérique, moins bien armés et confrontés à un ennemi connaissant intimement leurs capacités. Les chances étaient écrasantes.
Mais Élise Chevalier, capitaine Sophie Durand, avait déjà fait face à des chances impossibles. Au camp de Satory, ligotée à un mât de drapeau, elle avait démontré ce que la détermination et un entraînement approprié pouvaient accomplir face à des contraintes apparemment insurmontables. Elle le ferait à nouveau. Minuit dans la vallée de la Haute-Tarentaise apporta un silence si profond qu'Élise pouvait entendre le murmure des aiguilles de pin s'agitant dans la douce brise alpine. La lune, basse et lourde, projetait une lumière argentée sur le paysage, tandis qu'elle observait le camp de Blackwater France à travers sa lunette de vision nocturne. Elle était allongée, immobile, sur un affleurement rocheux à un demi-mile du périmètre, cataloguant les positions des gardes, les schémas de patrouille et les mesures de sécurité avec une précision méthodique. Le chantier avait été transformé au cours des 48 dernières heures. Ce qui avait commencé comme un projet gouvernemental standard ressemblait désormais à une base d'opération avancée en territoire hostile. Du personnel armé patrouillait le périmètre à intervalles précis. Des générateurs portables ronronnaient, alimentant une panoplie d'équipements électroniques logés dans des structures modulaires hâtivement érigées. Des antennes directionnelles pointaient vers des horizons lointains, leur but restant flou, mais sans aucun doute central à l'opération Blackout. Dans son oreillette, Élise entendit le murmure rocailleux de François Legrand. Le nid d'aigle est sécurisé. L'ancien béret vert s'était positionné sur la crête, surplombant l'approche est, assurant une surveillance lointaine avec un fusil de chasse personnalisé qu'il avait entretenu avec un soin obsessionnel depuis sa retraite. « Bien reçu », répondit Élise doucement. « Maintenez la position. » Un par un, son équipe improvisée fit son rapport, chacun utilisant des indicatifs basés sur des points de repère locaux. Thomas Rivière avait son avion d'épandage ravitaillé et préparé sur une piste d'atterrissage privée à 10 miles au sud. Robert Kim avait placé ses dispositifs de surveillance artisanaux à des endroits clés autour de la vallée, offrant une alerte précoce des mouvements de Blackwater France. Jacques Dubois avait établi une position de tireur d'élite secondaire couvrant le périmètre ouest, tandis que Georges Lefebvre surveillait la route principale du village. La voix du capitaine Martin retentit ensuite. « La rue principale est calme. Les véhicules de Blackwater France sont toujours à l'auberge du Vieux-Four. Aucun mouvement depuis 1 heure. » « Compris, » reconnut Élise. Leurs préparatifs étaient aussi complets que les circonstances le permettaient, une force de défense hétéroclite tirant parti d'une connaissance intime du terrain contre le nombre et l'équipement supérieur de Blackwater France. Le plan était simple dans son concept, bien que complexe dans son exécution. Recueillir des preuves définitives de l'opération illégale de Blackwater France, perturber leur infrastructure de communication pour empêcher la cyberattaque et sécuriser le personnel clé pour les autorités nationales. Élise ne se faisait aucune illusion sur la difficulté de ses objectifs face à des opérateurs entraînés, mais ils avaient un avantage crucial. Dubois et ses hommes ne s'attendaient pas à une résistance organisée, et certainement pas de la part d'un groupe de vétérans vieillissants mené par une femme qu'ils croyaient être une simple exploitante agricole. Un scintillement de mouvement à l'entrée principale du camp attira son attention. 3 SUV noirs s'approchèrent du portail, traversant la sécurité avec un minimum de délai. Alors qu'ils se garaient près du centre,